Bonjour Gilles, bonjour Lilia Melconian, merci d'être avec nous ce matin, vous êtes journaliste, vous avez réalisé une grande enquête qu'on va pouvoir découvrir ce soir dans Complément d'enquête à 23h. Pfizer qui a peur du grand méchant labo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes, vous le dites, autour de ce laboratoire connu pour le Viagra dans un premier temps, puis pour les vaccins. Vous êtes allé à Bruxelles, vous avez posé un certain nombre de questions et on apprend énormément de choses sur ce laboratoire. En Afrique, aux États-Unis. Ouais. Non, mais c'est une enquête assez incroyable. Vous avez interrogé des anciens de Pfizer qui vous racontent des méthodes parfois assez violentes et puis sur l'argent au mépris parfois même de la santé. Est-ce qu'on peut dire que c'est des voyous, Pfizer? Non, moi je dirais pas qualifier ce labo de voyous, mais en tout cas ils ont des méthodes qui parfois sont à la limite de l'éthique. Donc voilà, dans ce sens-là, effectivement, on peut se dire qu'ils sont condamnables. Ils ont été condamnés d'ailleurs sur certains aspects. Oui, ils ont eu des amendes extrêmement importantes. On va en reparler dans un instant. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Lilia, il est peut-être l'outsider qu'on n'attend pas, la tortue dans la fable Le Lièvre et la tortue. Bernard Cazeneuve se lance discrètement dans la course à la présidentielle. Alors hier, Quotidien s'en est amusé parce que sous couvert de faire la promotion de son livre sur François Mauriac, il était dans une librairie en train d'essayer de convaincre ses fans. Vous êtes un lecteur de Mauriac, non? Non, pas du tout. Je suis un suiveur de Bernard Cazeneuve. D'accord. On attend de François Mauriac, on attend beaucoup de toi. Vous pouvez marquer Lyon le 2 mai, s'il vous plaît, monsieur le président. Monsieur le Président, oui, je l'appelle déjà Monsieur le Président. Vous représentez un gros espoir pour beaucoup de gens ici. Bon, écoutez, c'est gentil de me le dire, ça m'oblige. Là maintenant, la prochaine étape, c'est notre rassemblement. Le 10 juin? Oui, le 10 juin. Soyez là. Vous pouvez venir le 10 juin? Et je ne pense pas. C'est dommage. On peut faire quelque chose, nous? Venir à Créteil le 10 juin. On avait l'impression d'être dans un confessionnal, vous savez, où les gens venaient se confesser parce qu'ils allaient voter Cazeneuve et pas la NUP. C'était assez rigolo. Hier, Christophe Deloire, c'est le patron de Reporters sans frontières. Évidemment, je vous ai pris ce son pour vous, Lilia. Il a tiré le signal d'alarme sur la dérive de l'information, où on retrouve, comme aux États-Unis, Facebook et Twitter qui font la loi de l'information aujourd'hui. Les plateformes doivent être responsables de tous les contenus, parce que sinon, Mark Zuckerberg, Elon Musk vont être obligés de décider ce qu'on a le droit de poster ou pas. Et c'est d'ailleurs dangereux. Aujourd'hui, non, alors de fait, ils utilisent ce droit, mais il faut le leur retirer. Par exemple, est-ce que le Covid est sorti des laboratoires de Wuhan ou pas? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, à un moment, il a décidé, enfin quand je dis lui, c'est son équipe, que cette thèse était fausse. Et il a changé d'avis au moment où Biden a déclassifié des documents de la CIA qui disaient que cette thèse était possible. Il ne faut pas laisser des puissances privées avoir le ministère de la vérité. Et oui, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, l'info est plus sur Twitter que sur France 2? Non, je dirais pas ça, mais disons qu'ils sont complémentaires, les deux sources d'information. Ah, vous trouvez? Parfois, oui. Parfois, ça peut être complémentaire. Nous, effectivement, c'est des endroits où on peut lire des commentaires, avoir des idées de sujets, des gens qui peuvent nous interpeller pour nous faire part de certains dossiers. Moi-même, pour mon enquête sur Pfizer, il y a certaines informations qui étaient sur Twitter que j'ai vérifiées avant de réutiliser, évidemment, parce que c'est mon métier. Mais effectivement, c'est un endroit où il y a des échanges intéressants. Puisqu'on parle de pluralité, Thierry Vincent, qui est journaliste, spécialiste des Black Blocs. Alors, il n'a pas été déçu de son voyage. Hier, il était sur CNews dans l'émission de Laurence Ferrari où évidemment Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles a son rond de serviette et ils étaient très remontés et Laurence Ferrari n'est pas intervenu mais du coup bagarre sur le plateau de CNews. Je me retrouve dans un débat où on me dit non mais attendez, c'est moi qui l'ai brûlé, c'est moi qui suis du cocktail Molotov. Vous soupirez pas quand je parle d'un flic qui a été brûlé par un Black Bloc. Le mec, écoutez, excusez-moi, je vais partir, j'ai pas l'habitude. Mais un assassin, c'est pas en puissance. Un assassin, c'est pas en puissance. Un assassin, il prémédite. On vous entend plus, vous parlez pas devant le micro. Première chose. C'est insupportable. On échange. Non, vous ne connaissez rien. Vous les défendez. Vous ne connaissez rien. Vous ne les défendez pas. Et il est parti. Et il est parti. Ah. D'accord. Bon. C'est un phénomène en expansion, la culture à domicile du cannabis. Il y en a de plus en plus entre 3 plants de tomates de laitue, entre autres. Vous allez voir, c'est un reportage étonnant du Trésor de France 2. Depuis 20 ans, cet ancien galeriste cultive son propre cannabis, une drogue psychotrope et illicite. Il y a des agrumes, il y a des oignons et il y a des petits pieds de cannabis. Il plante une dizaine de pieds chaque année. En ce moment, ce ne sont encore que de jeunes pousses.
D'ici la fin de l'été, ça pourra faire entre 1 et 2 mètres. En tout, ça donnera combien ? Je sais pas, si on fait 500 grammes, c'est bien. 500 grammes d'herbe par an, soit une moyenne de 4 joints par jour. Ben voilà, ouais. C'est vous qui aimez bien jardiner, manger entre les carottes et les oignons. Voilà. Vous pouvez planter du cannabis. Et le retour de ma marotte. Vous savez ce que c'est ma marotte en ce moment? Mais si, j'arrête pas d'en parler. C'est le ChatGPT. Alors cette fois, pas de chanson, pas de chanteur, pas de Michael Jackson, pas tout ça. Cette fois, je m'attaque au président, à Emmanuel Macron. Ils ont réussi à faire chanter une chanson de Charles Aznavour à Emmanuel Macron. Hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Ouais. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. Vous reconnaissez la voix d'Emmanuel Macron? J'ai fondé tant d'espoir. Un petit peu. Oui, c'est pas totalement. C'est les débuts. C'est les débuts. Le ChatGPT qui vont vous remplacer, non? Vous avez peur de ChatGPT? Absolument pas peur. Le jour où ils seront capables de faire une enquête comme on a fait là, j'attends de voir. Vous en êtes servi ou pas? On commence à s'en servir à la rédaction? Non. Eh ben, on va parler de l'enquête de Pfizer. C'est fini, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Je vous ai mis Emmanuel Macron qui chante. C'est bien. Là pour vous et pour nos auditeurs. On se retrouve dans un instant avec Lilia Melconian, journaliste. Complément d'enquête ce soir consacré au laboratoire Pfizer. Qui a peur du grand méchant labo? Vous avez fait une enquête remarquable. Vous êtes allé vérifier un certain nombre d'informations, en particulier sur les contrats de Pfizer avec l'Union européenne. Et on y revient dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, elle est journaliste Lilia Melconian. Vous êtes avec nous pour évoquer cette enquête qui va être diffusée ce soir sur France 2 dans le cadre de complément d'enquête à 23h. Pfizer qui a peur du grand méchant labo. Un chiffre d'affaires record de 100 milliards de dollars l'année dernière. Les chiffres du premier trimestre ont été annoncés. Ils dépassent même les espérances du labo. On en a évidemment parlé. Et très peu d'impôts en France. Très peu d'impôts sur en France, ce chiffre absolument. Numéro 1 du royaume de Big Pharma grâce au vaccin contre le Covid. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de fantasmes. Et vous avez enquêté comment on démarre une enquête comme celle-là, parce qu'on sait qu'on s'attaque à l'Everest, enfin en tout cas que ça va être quelque chose d'un peu compliqué. C'est un monde très opaque. Oui, la première question qu'on se pose, c'est évidemment qu'est-ce qu'on veut raconter, sur quelle piste est-ce qu'on veut aller. Donc effectivement, les premières semaines de l'enquête, on lit beaucoup de choses, les articles qui sont déjà sortis, les reportages qui ont déjà été faits, les chiffres. Les communiqués de presse, et puis effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui inquiète, qu'est-ce qui questionne, pourquoi les gens sont méfiants, voilà. Et donc on prend toutes ces informations et on les vérifie une par une, et on se dit tiens, ça c'est vrai, le Nigeria, dis donc, on va essayer de voir ce que ça, qu'est-ce que ça raconte de cette entreprise. Le Bextra, tiens, les condamnations records, mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, c'est quoi les méthodes? Et en fait, au fur et à mesure de la réflexion éditoriale avec la rédaction en chef, on décide qu'on va raconter la méthode. La méthode Pfizer et la manière dont il fonctionne et dont il travaille. Alors, il soigne des gens. Il y a des médicaments qui ont révolutionné la santé. On pense au Viagra, évidemment. Vous n'êtes pas allé sur le vaccin efficace, pas efficace, mais plutôt sur l'argent. L'argent à tout prix. Gilles évoquait une scène qu'on voit à un moment quand on leur annonce que le vaccin fonctionne, et c'est une explosion de joie, mais on sent que c'est pas pour le bienfait de l'humanité. Ce que dit Albert Bourla, c'est quand même, on est content, on va effectivement sauver des vies, et tout de suite derrière, la première chose qu'il dit, on est content d'être les premiers à l'avoir trouvé, ce vaccin. Bien sûr. Donc on saute de joie pour sauver des vies, mais on est aussi content d'être les premiers à y être arrivés. Alors dans l'enquête, on va pouvoir en parler avec Valérie, mais dans l'enquête, évidemment, il y a ce fameux prix payé par l'Europe, dans lequel on ne veut pas dire le tarif ou pas. Moi, ce qui m'a interrogé et dont vous ne parlez pas dans votre documentaire, c'est qu'est-ce qu'a payé est-ce que la France a acheté des vaccins en nom propre à Pfizer? Quelles sont les sommes qui ont été investies par la France, et quelle part représente la France sur ces achats de vaccins? Alors, les achats, ils ont été groupés. C'est-à-dire, c'est une première dans l'histoire de l'Union européenne qu'on achète les vaccins tous ensemble. Donc tout le monde met dans le pot commun et tout le monde achète des doses
en commun. Donc, si vous voulez, la France n'a pas directement négocié un tarif, on n'a pas directement négocié avec Pfizer. Le tarif, il a été négocié par une équipe de négociateurs. D'ailleurs, une des négociatrices... c'est l'Europe qui a décidé pour la France. C'est l'Europe qui a décidé pour toute l'Europe. D'accord. Donc nous, si vous voulez payer 10 €, on ne pouvait pas. Non. On a négocié ce tarif ensemble. Et d'ailleurs, ce que dit la négociatrice qu'on a réussi à obtenir, elle témoigne, c'est quand même ça aussi une première. Ce qu'elle nous explique, c'est que c'est parce qu'on était tous ensemble et qu'on était plus forts face à Pfizer qu'on a réussi à négocier ce prix qui, de l'extérieur, peut paraître important. Mais elle dit, on est parti de beaucoup plus. À la base, ils exigeaient beaucoup plus. Et puis, c'est les négociations du fait qu'on était aussi nombreux qui a fait qu'on a pu descendre à ce montant-là, qui par ailleurs normalement est confidentiel, que nous on dévoile. Ça circulait sur les réseaux sociaux beaucoup. On l'a vérifié, on le confirme. Et vous avez eu la confirmation. Et vous avez eu le contrat. Absolument. Le premier contrat, parce qu'il y en a eu 3. Alors pourquoi il y a un secret sur ce prix ? Ils disent que c'est le secret des affaires. Pfizer dit que c'est... ils ont fait des prix différents par pays, par zone. C'est-à-dire que nous, pour l'Europe, c'est le même prix pour tout le monde, mais les Brésiliens n'ont pas payé le même prix, les États-Unis n'ont pas payé le même prix. Donc, si vous voulez, eux disent, pour le secret des affaires, on ne veut pas dévoiler à quel prix on l'a fait à l'Union européenne. Une bouteille de Coca à Rio, c'est même pas le même prix d'une bouteille de Coca aux Champs-Élysées. Voilà, c'est pareil partout. Eux, ils ont fait effectivement un effort, Pfizer, pour certains pays en voie de développement, où ils ont vraiment fait quasiment à prix coûtant. Les Français, en l'occurrence, disent, les autorités françaises et européennes disent, nous aussi, ça nous arrangeait de garder ce prix confidentiel, parce qu'on ne voulait pas que les autres laboratoires sachent à combien on négociait les tarifs. Toujours est-il qu'une fois que les négociations sont terminées, est-ce que, et c'est ce que disent les parlementaires quand ils interrogent au début de notre enquête Pfizer, ils disent, une fois que tout ça est terminé, l'opacité, c'est terminé. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas, pendant les négociations, effectivement, garder tout ça confidentiel, mais une fois que tout le monde est vacciné et qu'on est à 3 ans après, est-ce qu'un peu de transparence, ça ferait pas du bien à tout le monde ? Est-ce que vous avez eu des pressions de la part de Pfizer ? Absolument pas. Aucune pression. On a sollicité, comme on le fait à chaque fois, des demandes de tournage. On n'a pas obtenu ces demandes de tournage. Ils nous ont refusé. Est-ce que vous connaissez le prix Attendez, je voudrais juste finir sur justement ça, sur les pressions et sur le fait que certains aient accepté de parler pour la première fois d'anciens de Pfizer. C'était pas évident de les rassurer et de les encourager à parler. C'est-à-dire qu'effectivement, on a contacté beaucoup d'anciens de Pfizer. On a contacté certains salariés qui travaillent toujours chez Pfizer, qui ont accepté de nous donner quelques informations, des pistes d'enquête, notamment sur l'optimisation fiscale. Donc on s'est servi de ces gens-là comme des sources, mais de là à réussir à les convaincre de témoigner devant la caméra, non, mais parce que quand on fait carrière dans un grand laboratoire, on a peut-être l'ambition ensuite d'aller dans un autre laboratoire. Et si on est celui qui révèle, qui dénonce ou qui parle, on n'a pas envie de plus avoir de carrière dans ce milieu-là. Donc voilà, c'était pas évident d'avancer sans le feu vert de Pfizer, mais ça nous a pas empêché d'avancer. Effectivement, pas de pression, on travaille. Absolument pas de pression. Non. Est-ce que Pfizer est pire que les autres ou pas ? Je peux pas mettre d'échelle en disant ils sont pires ou mieux. Je pense qu'ils ont à peu près toutes les mêmes méthodes de marketing. C'est quand même une entreprise, elle doit réussir à vendre pour survivre et vivre. Donc elle utilise des méthodes de marketing pour vendre des médicaments. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'effectivement, c'est l'entreprise la plus condamnée aux États-Unis. C'est ce que vous dites, labo le plus sanctionné au monde, 90 fois en 22 ans. Exactement. Donc si on veut comparer à ce moment-là, effectivement, les chiffres, c'est très factuel. Ils ont été condamnés plus que les autres. Qui est actionnaire de Pfizer ? Qui se trouve derrière Pfizer ? On n'est pas allé. Il y a beaucoup de petits actionnaires. Il y a beaucoup aux États-Unis de caisses, de fonds de pension. De fonds de pension, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, mais pareil, ça fait partie du volet sur lequel il y a beaucoup trop de choses à dire en 52 minutes. On a fait des choix, effectivement, on n'est pas allé creuser sur qui sont les actionnaires. J'ai lu beaucoup de comptes rendus de discussions qu'il y a eu entre Albert Bourla, le PDG de Pfizer, et les actionnaires. Ils se réjouissent évidemment tous que ce vaccin soit arrivé chez eux en premier. Ils sont très contents du chiffre d'affaires, évidemment, mais ça fait pas partie de... Parce que vous allez au-delà du vaccin, vous parlez de ce qui s'est passé au Nigeria en particulier, où Pfizer est allé tester des médicaments dans des conditions qui sont assez douteuses, plus que douteuses. C'est-à-dire que sans recueillir le consentement des parents sur des enfants qui avaient la méningite. Alors après, il y a des explications qui disent oui, mais ils sont analphabètes, ils peuvent pas donner leur consentement, etc. Sauf qu'il y a des enfants qui sont... On peut venir avec un traducteur. En fait, il y a même dans le cas de figure où les parents sont analphabètes, il y a des procédures très claires dans le monde du laboratoire
pour recueillir le consentement des parents, il y a une empreinte qui peut être une empreinte digitale, qui peut être apposée avec la signature du traducteur à côté. Enfin, tout ça est très réglementé. Donc, même dans ce cas de figure-là, en réalité, ils auraient pu recueillir le consentement des parents. Ça n'a pas été le cas. Globalement, ils ont essayé à peu de frais un médicament sur une population qui ne pouvait pas réagir. Globalement, ils se sont dit que c'est une opportunité de tester un antibiotique, le Trovan. Il n'y a pas eu de. Ils ont signé un accord avant qu'il y ait de procès. Donc, ils ont fini par payer 75 millions de dollars à ces familles nigérianes et à l'État nigérian pour pas qu'il y ait de procès. Ça a pris beaucoup de temps. Ils ont quand même fait un essai à grande échelle pour pas cher. Ils ont testé un antibiotique sur une centaine d'enfants. Vous révélez également la façon dont Pfizer a essayé de s'opposer à la levée des brevets du vaccin contre le Covid, parce que c'est très politique évidemment aussi. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu enquêter là-dessus justement? Ça, c'était plus compliqué. On a creusé beaucoup de pistes sur le lobbying de Pfizer, notamment à Bruxelles, et c'était très difficile parce qu'il n'y avait aucune trace écrite. C'est-à-dire qu'on sait tous que ce lobbying existe et parfois il est même légitime, c'est-à-dire on peut plaider sa cause et essayer de se faire entendre. Ça existe on voit partout. qu'Angela Merkel a le même discours. Et en cherchant des traces écrites de lobbying, on les a trouvées, non pas à Bruxelles en l'occurrence, même si on sait qu'il y en a, on les a trouvées en Allemagne, ces preuves concrètes. Et effectivement, Pfizer a envoyé, BioNTech aussi, régulièrement des mails à Angela Merkel, mais aussi à son ministre de l'économie pour dire il ne faut surtout pas lever les brevets. Au-delà des éléments de langage que Pfizer donne, ce qui nous a frappé nous, c'est que Pfizer s'adresse directement à la chancelière allemande. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'ils auraient pu s'adresser à son directeur de cabinet, à ses collaborateurs. Non, c'est un mail écrit directement à la chancelière allemande, donc on trouvait que c'était aussi frappant que le contenu de ces mails. Oui, absolument. Et alors oui, Stéphane nous dit, mais toutes les grandes firmes testent souvent avec des protocoles pas très nets. Oui, on a même en France, je crois... pas loin de la Côte d'Azur, des essais qui n'ont pas été de façon... à l'IHU de Marseille, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sans autorisation sur des personnes. C'est ce que dit un peu Stéphane, pas la peine d'aller aussi loin. Mais tout de même, c'est assez édifiant ce que vous montrez dans l'enquête. C'est des enfants, c'est une épidémie de méningite, c'est des conditions extrêmement précaires et pas du tout adaptées. C'est ce que dit le témoin, parce que pareil, c'est la première fois qu'un des témoins directs de ces essais cliniques parle dans un documentaire télé. Dont ce témoin dit les conditions ne s'y prêtaient pas du tout, les conditions d'hygiène pour faire des prélèvements, des ponctions lombaires sur des enfants, pour vérifier si l'antibiotique fonctionne. Enfin, je veux dire, voilà. Après, eux argumentent en disant c'était aussi fait pour soigner, c'était des gens qui étaient des enfants ou des individus qui étaient ils estiment que le médicament ne pouvait qu'être bénéfique. Eux, ils estimaient que ce médicament était un traitement. Moi, je questionne mon interlocuteur en disant mais c'était encore en phase de test, donc est-ce qu'on peut considérer et il n'y a pas eu d'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. Pour les enfants, il n'a pas eu d'autorisation de mise sur le marché, et en plus de ça, il a été retiré un an après pour les adultes. C'est-à-dire qu'il a été commercialisé pour les adultes aux États-Unis, il y a eu des effets secondaires graves et donc il a été retiré du marché. Donc voilà. Et vous revenez sur une clause dont on a beaucoup parlé sur Sud Radio, la fameuse clause du fait qu'il ne paye pas si jamais il y a des accidents, des effets secondaires. C'est le pays qui doit payer et prendre en charge. On voit d'ailleurs une dame qui a subi, d'après elle, des effets secondaires. C'est quelque chose qui s'est jamais fait, ça aussi. Et c'est l'Europe qui a cédé là-dessus. Alors, pas tout à fait. À l'époque du H1N1, cette clause c'était déjà le cas. Donc ils ont repris cet élément du contrat. Ça a été déjà négocié par AstraZeneca avant que Pfizer ne le fasse. Ça a été ensuite appliqué à tous les laboratoires qui ont produit le vaccin contre la Covid. Donc c'était pas juste Pfizer qui a imposé ça à l'Union européenne. Ce qui semblerait, d'après ce que m'ont dit tous les interlocuteurs qui étaient acteurs et non pas observateurs de ce dossier, de cette clause en l'occurrence, ça s'est fait d'un commun accord. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes d'accord que c'est pas à nos impôts de payer les erreurs d'un laboratoire? Alors moi je vais pas vous donner mon avis sur la question. En tout cas, l'avocat, c'est ce qu'il dit. L'avocat d'Héloïse Soave qui porte plainte, elle
pour des effets indésirables qu'elle estime être liés au vaccin, et son avocat accompagne cette plainte-là, mais il a une autre plainte aussi auprès du tribunal administratif parce qu'il estime effectivement que cette clause d'indemnisation est inacceptable et que c'est pas à nous et à Héloïse en l'occurrence de payer si ces effets secondaires sont reconnus. Lui, ce serait la double peine pour elle. C'est ce qu'il dit, c'est comme ça qu'il l'exprime. Bien sûr. Et les autorités qui ont négocié ce contrat disent, et c'est ce que nous dit la négociatrice, elle dit on était pressé d'avoir ce vaccin. Donc il faut entendre que tout ce qu'ils n'ont pas pu faire remonter d'effets secondaires indésirables pendant les essais cliniques, parce qu'on a accéléré les essais cliniques, on ne peut pas leur reprocher, leur demander de payer ce pourquoi ils ne sont pas responsables. En revanche, ils sont responsables pour tous les défauts de fabrication, entre guillemets, qu'il y a pu y avoir en amont de la diffusion de ce vaccin. Donc ils ne sont pas totalement dédouanés. Bon, c'est une enquête formidable à regarder ce soir sur France 2, évidemment en replay également. 23h, complément d'enquête. Pfizer qui a peur du grand méchant labo. Il faut dire quand même qu'il y a des médicaments, on oublie... Ils ont des méthodes, mais on oublie que c'est des médicaments qui soignent aussi. Absolument. Et que, encore une fois, si on ne cite que le Viagra, ça a été révolutionnaire. Absolument. Je sens bien au point sur le Viagra. Pas du tout. Parce que vous en parlez, effectivement. Pfizer, qui a peur du grand méchant labo ce soir. Bravo, Lilia Melconian. Très belle enquête. Formidable. Vraiment bien. À voir sur France 2. Et on se retrouve demain. Et tout de suite, Parlons vrai avec... Parlons vrai, mais non, Valérie. C'est avec Jean-Jacques Bourdin, vous savez, c'est Parlons avec Jean-Jacques Bourdin. C'est Parlons vrai avec Bourdin. Chez Bourdin. Non, mais c'est moi qui vous ai interrompu pour rien. Vous n'êtes pas bien. Non, vous avez raison. Il va falloir prendre des médicaments. Ou des vacances. Il faut prendre vos petites pilules. Allez, et c'est Frédéric Brindel qui sera avec vous. À demain. Merci.